Precision for Women est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du professeur Horace Roman, qui est chirurgien gynécologue à l'IFEM Endo de Bordeaux. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, je suis Horace Roman, je suis chirurgien de l'endométriose à IFEM Endo, donc l'Institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose de Bordeaux. Et je suis professeur de chirurgie de l'endométriose honorifique à l'Université médicale de Aarhus en Danemark. Vous avez un parcours singulier, une grosse partie de parcours académique, hospitalo-universitaire en CHU, et puis à un moment, vous avez fait une spin-off, on va dire, et monté dans le privé à Bordeaux, le premier institut en France spécialisé dans la santé des femmes, et en tout cas dans la chirurgie et l'endométriose d'une manière générale. Comment est-ce que ça se fait, ça? Parce que c'est très singulier quand même dans le milieu. Oui, tout à fait. Donc, j'étais professeur de chirurgie gynécologique et obstétrique au CHU de Rouen, et assez tôt dans ma carrière, c'est-à-dire dans les années 2004-2005, j'ai décidé de m'orienter exclusivement vers la chirurgie de l'endométriose. Tout naturellement, le CHU de Rouen est devenu numéro 1 en France en termes de volume d'activité. J'étais très heureux là-bas avec mes collègues, mais je me suis rendu compte en fait que je voulais plus. Je voulais travailler dans un établissement qui est exclusivement dédié à l'endométriose, où tous les employés, tous les professionnels qui travaillent là-bas s'occupent que de l'endométriose, parce que ceci permet une augmentation considérable de l'expérience de chacun et surtout de l'expérience chirurgicale. Et comme au CHU et dans les secteurs publics, c'est quand même un peu plus difficile de lancer rapidement un projet de cette nature, donc un petit peu sans précédent, sans modèle, j'ai décidé de le mettre en place à Bordeaux, dans une clinique privée avec mon collègue et mon ami docteur Benjamin Merlot, qui est lui aussi un chirurgien de l'endométriose. Et par conséquent, nous avons créé un centre exclusivement dédié à l'endométriose, où nous avons également reçu ma collègue Isabella Chanavaz-Lacheret, qui est gynécologue médicale et spécialiste d'infertilité. Nous sommes entourés par la suite de toute une équipe multidisciplinaire de prise en charge des douleurs, de prise en charge chirurgicale de l'endométriose. Et c'est comme ça que IFEM Endo a vu le jour. Bon, et aujourd'hui, vous êtes installé dans la filière, on va dire, de Nouvelle-Aquitaine, ou en tout cas dans la région de Bordeaux, ou peut-être même beaucoup plus large que la région de Bordeaux, puisque je pense que vous avez un recrutement assez spécifique. En fait, c'est pas la chirurgie basique. Vous êtes un établissement qui pratique la chirurgie de recours, essentiellement, ou... Tout à fait. C'est-à-dire, si on crée un institut spécialisé de l'endométriose, c'est pour apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire pour pouvoir proposer des services qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, si on souhaite augmenter l'expérience et l'expertise des chirurgiens, c'est précisément pour faire des interventions que d'autres collègues peut-être font plus rarement ou pas du tout. Vous donnez des exemples? Tout à fait. Donc, nous sommes un volume d'activité très élevé, enfin de loin numéro 1 en France, avec plus de 850 chirurgies de l'endométriose par an. Et une moitié de ces chirurgies-là sont des chirurgies pour des formes digestives ou urinaires, c'est-à-dire des interventions qui sont particulièrement complexes, qui nécessitent une expertise, qui nécessitent une équipe multidisciplinaire, qui exposent à des complications post-opératoires qu'il faut identifier et traiter très rapidement. Et je pense que grâce à notre volume d'activité, à notre expérience, on peut faire ça très très bien. Mais alors cette chirurgie particulière, du coup, est-ce que vous avez organisé la transmission? Est-ce que vous avez des fellows? Est-ce qu'il y a des internes? Ou est-ce que vous avez des jeunes collègues qui viennent? Je pense qu'il y a une activité de transmission et de rayonnement qui s'organise autour de ça. Tout à fait. Il faut savoir que, hormis quelques semaines dans la période de l'épidémie Covid, nous ne sommes jamais seuls au bloc opératoire. C'est-à-dire, nous avons tout le temps des jeunes médecins ou des médecins expérimentés qui viennent de loin pour échanger avec nous, pour nous voir opérer. Donc, en 5 ans, nous avons reçu plus de 250 chirurgiens, dont peut-être une centaine français et 150 qui viennent de tous les continents, aussi loin que la Nouvelle-Zélande ou Chili. Donc, il y a vraiment une transmission de l'expérience, mais aussi... Nous apprenons dans ces échanges, bien sûr, nous apprenons des choses, nous avons des idées qui naissent et donc c'est quelque chose qui, du point de vue intellectuel, est extrêmement enrichissant. Donc recevoir des collègues. Donc nous avons en permanence 4 fellows, 4 jeunes médecins qui viennent de l'étranger à leur compte, donc qui font la démarche de venir se former chez nous. Et nous avons également un interne du CHU de Bordeaux.
Et du coup, vous couplez une activité de recherche, vous arrivez à faire des séries, à récolter des données, à faire des publications tirées de cette expérience? Tout à fait. Donc, j'ai une thèse des sciences en épidémiologie. Donc, très tôt, en 2005, mon directeur de thèse, le professeur Goffinet, m'a dit: Horace, si tu fais de la chirurgie et si tu n'enregistres pas prospectivement tes données, tu auras du mal à diffuser ton expérience parce que si chaque fois tu fais des études sur les dossiers médicaux, il y a toujours quelque chose qui manque, donc ça va être très frustrant. Et par conséquent, en 2009, j'ai commencé une collecte prospective des données grâce à un attaché de recherche clinique qui m'a été accordé par le CHU de Rouen. Maintenant, à Bordeaux, nous avons 2 attachés de clinique à temps plein qui gèrent notre base de données. Donc, toutes les patients sont enregistrés dans une base de données. Toutes les données sont enregistrées de manière prospective, ce qui nous permet de réaliser un nombre très important d'études sur des très grosses séries, enfin parmi les plus grosses séries de la littérature. Mais au-delà de l'acte chirurgical ou des renseignements sur le phénotype de la patiente ou de sa maladie, est-ce que vous enregistrez, vous parlez de prospective, des données, des suivis en vie réelle? Tout à fait. Les patients qui sont opérés à Bordeaux remplissent un questionnaire préopératoire. Donc après, le chirurgien passe 15 minutes pour chaque patient de remplir le questionnaire opératoire chirurgical. Ensuite, les attachés de recherche clinique recontactent les patientes à 1 an, à 3 ans, 5, 7 et 10 ans après la chirurgie pour avoir le suivi. C'est-à-dire, là, cette année, j'ai publié dans Fertility and Sterility, qui est une des meilleures revues de spécialité, le risque de réopération à 10 ans après la chirurgie sur une série de 1000 patientes que j'avais opérées à Rouen à l'époque. Qu'est-ce qu'elle dit en 2 mots, par exemple, cette étude? Parce qu'on a envie de savoir, quoi. Du coup, c'est quoi l'avenir d'une femme à 10 ans après une chirurgie complexe? Cette étude dit que si la chirurgie de l'endométriose est réalisée de manière complète, donc avec une exérèse complète des lésions, le risque de réopération 10 ans après la chirurgie est de 28%. Une moitié de chirurgies sont réalisées pour une récidive des douleurs, la plupart en raison d'une adénomiose dans l'utérus qu'on a gardé en vue d'une grossesse. Et une autre moitié de chirurgie est réalisée dans un but procréatif, c'est-à-dire on enlève des kystes ou des trombes qui sont obstrués pour que les patients puissent bénéficier d'une fécondation in vitro. Donc cette étude était réalisée pour répondre à la question que beaucoup de femmes se posent: ok, je me fais opérer, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que de toute façon, la maladie revient. Cette étude montre que lorsqu'on a une chirurgie bien faite, le risque d'être réopéré dans les 10 ans est environ chez une femme sur 4 ans. Après, il faut que tout ça arrive à imprégner les pratiques de l'ensemble des chirurgiens. Quand même de la sérielle chirurgie, l'endométriose dans beaucoup de cas. C'est des femmes qui sont opérées de nombreuses fois. Tout à fait. Après, le fait de travailler dans un grand centre comme ça, ça nous permet quand même d'avoir un recul que peu de collègues ont, notamment sur des formes très particulières de l'endométriose, sur le plexus sacré, sur les nerfs sciatiques, sur le diaphragme. Donc, ce sont des chirurgies qu'on fait de manière très courante et il y a très peu de centres dans le monde qui peuvent affirmer ça. Après, une des remarques que je me suis fait récemment, donc sur les 150 patientes que nous avons opérées d'une endométriose du plexus sacré, c'est-à-dire qui infiltrait les nerfs du plexus sacré ou les nerfs sciatiques, je me suis aperçu que 2/3 de ces patientes venaient d'elles-mêmes à notre centre, c'est-à-dire elles étaient en impasse thérapeutique ailleurs, mais elles n'étaient pas forcément orientées vers nous. On leur disait plutôt que la chirurgie n'est pas faisable, ou ça ne se fait pas, ou ça vaut pas la peine de la faire, ou c'est trop compliqué, ou les suites sont trop compliquées. Et donc je pense que, hormis le délai de diagnostic qui peut être raccourci, notamment grâce aux tests salivaires, donc, hormis ce délai, il faut aussi travailler sur le délai entre le diagnostic et la bonne prise en charge. Et là aussi, il y a beaucoup de travail. Mais donc, à vous entendre, on pourrait presque se dire que même les formes les plus complexes sont opérables. Vous avez déjà renoncé à une intervention? Tout à fait. Ça m'est arrivé 3 fois cette année et c'est vraiment nouveau. J'ai des patientes qui étaient arrivées à un tel stade où je leur ai dit: écoutez, bien sûr qu'on peut tout enlever, mais je pense que si on enlève tout, les séquelles vont être plus importantes que la maladie qui vous amène en constatation. Donc je pense qu'il y a un point où il faut dire aux patientes: on peut le faire, mais peut-être c'est mieux de ne pas le faire. Oui, donc il y a un véritable enjeu de discussion. Exactement. Et pour vous donner, je vais vous donner l'exemple de la dernière patiente. Donc c'est une patiente qui a eu, il y a 8 ans, une chirurgie pour une atteinte du nerf sciatique droit, et qui maintenant revient avec une grosse récidive du nerf sciatique droit, donc elle a été opérée à l'étranger. Une deuxième atteinte très très sévère de tout le plexus à gauche, c'est-à-dire avec prise des nerfs de la vessie, avec prise du rectum et de l'urétère. Entre-temps, elle a eu encore 2 chirurgies plus une chirurgie ouverte. Et donc,
J'ai dit bien sûr qu'on peut tout enlever. Le problème est que si je fais cette chirurgie, qui va durer peut-être 10 heures, qui va entraîner 4 chirurgiens différents, au bout de cette chirurgie, finalement, vous allez toujours avoir besoin de béquilles parce que le nerf sciatique est détruit. Vous allez toujours faire des autosondages parce que les nerfs de la vessie sont détruits. Vous n'allez plus avoir l'endométriose, mais vous n'allez plus avoir le rectum non plus. Donc vous allez avoir un syndrome de réaction rectale qui est toujours aussi terrible. Et le rein, il sera toujours presque non fonctionnel. Donc dans ces cas-là, je pense qu'avant de se jeter sur une chirurgie comme ça, qui est vraiment acrobatique, et après on peut faire plein de congrès pour montrer ce qu'on est capable de faire, je pense qu'avant de faire ça, il faut réfléchir, est-ce que ça apporte quelque chose à la patiente ou pas? Et donc la réflexion avant la chirurgie, parfois, est plus difficile que la chirurgie même. Vous dites que cette patiente vient de l'étranger, c'est-à-dire que vous avez un recrutement international? Tout à fait, nous avons un recrutement international qui représente peut-être environ 10% de notre activité. Et est-ce que vous avez une file d'attente du coup conséquente? Ou est-ce que vous arrivez à répondre à la demande de manière générale? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des petits, quoi, finalement, en France ou à l'étranger? Mais ça, oui, c'est peut-être la question suivante. Donc le fil d'attente n'est pas si important que ça pour 2 raisons. La première est que nous faisons un tri de patientes avant la consultation, c'est-à-dire moi personnellement je vois que des patientes sévères, c'est-à-dire les consultations ne sont pas surchargées et par conséquent si j'ai une patiente très très sévère, je peux la voir dans un délai de 1 à 2 semaines. Ensuite, le délai opératoire est entre 2 et 4 mois. Une chirurgie robotique nécessite 4 heures, je peux la programmer dans un délai de 3-4 mois. Une chirurgie plus petite peut être dans les 2 mois. Ok. Bon, et maintenant, l'essaimage, c'est un sujet, c'est de dupliquer les IFEM ailleurs. Et c'est une idée que nous avons. Après, le fait de multiplier les IFEM, il faut quand même pouvoir garantir la même qualité du travail partout. Pour l'instant, nous avons un deuxième centre qui a été créé à Abu Dhabi, donc grâce à une équipe locale qui est venue faire son training chez nous à Bordeaux. Et par conséquent, nous ont proposé d'ouvrir le même centre là-bas. Pour l'instant, je suis très content de l'activité qui se déroule là-bas. C'est vraiment de très très bonne qualité avec exactement le même matériel. Donc c'est vraiment une copie du centre de Bordeaux. Après, bien entendu, il faudrait créer des centres en France, mais la partie la plus difficile, selon moi, c'est celle relationnelle où nous allons décider de recruter les collègues qui suivent le mode d'emploi que nous proposons, qui ménagent leur ego et acceptent de soumettre leur cas à notre expertise et de prendre la décision avec nous. Si on veut faire un travail de qualité, c'est peut-être plus difficile. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Quoi. Exactement. Tout à fait. Okay. Bon, eh bien, écoutez, merci infiniment, professeur, et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt et bon congrès. Merci.